BFM Business, BFM Patrimoine, regard croisé. Céline Picmal-Prade et Sandrine Covin sont en plateau. Bonjour mesdames. Bonjour Cédric. Merci d'être avec nous ce matin. Céline Picmal-Prade pour Picmal Autumn Investment et Sandrine Covin pour OTA Capital. D'abord, votre regard sur cette tendance de marché qui, depuis quelques semaines, semble hésiter. Alors, on pensait attendre la BCE, puis maintenant on attend la Fed, puis bon, on va passer notre temps à attendre. Qui veut démarrer, Céline ? Effectivement, Cédric, on passe son temps à attendre. J'écoutais tout à l'heure Enrique qui parlait d'un environnement embrouillé. Ouais. Je pense qu'effectivement, on est dans un environnement embrouillé, avec d'un côté des questions sur l'évolution des taux d'intérêt, de l'autre côté des questions sur l'évolution de l'environnement économique. Donc on ne sait pas. Donc c'est pour ça que je me dis, aujourd'hui, il faut se raccrocher à ce qu'on sait. On entendait tout à l'heure la personne qui parlait avant nous nous dire que l'inflation en Angleterre était en train peut-être de baisser par rapport à ce qu'on avait vu avant. Mais ce qu'on sait, c'est qu'indéniablement aujourd'hui, on est dans un environnement où il y a plus d'inflation qu'avant. Donc ça, c'est quelque chose qu'on sait. Voire parfois beaucoup plus qu'avant. Ouais. Et donc ça a eu une incidence. Ça a eu une incidence notamment sur les bénéfices d'entreprise. Donc ça, on peut anticiper qu'on va avoir de la pression sur les bénéfices d'entreprise au cours des prochains mois, au cours des prochains trimestres. La deuxième chose qu'on peut savoir aussi, c'est que, étant donné qu'on part de niveaux d'inflation qui sont élevés, on va avoir des taux d'intérêt également plus élevés. Donc ça aussi, on peut l'anticiper et ça va avoir une incidence sur les valorisations des entreprises qui n'ont pas de marge de sécurité parce qu'elles se traitent aujourd'hui à des multiples trop hauts. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est dans un environnement effectivement, comme vous le disiez, peu visible, peu lisible, embrouillé. Et il faut se raccrocher à ce qu'on sait, à ce qu'on peut comprendre et à une certaine visibilité sur des indicateurs qu'on peut maîtriser ou en tous les cas qu'on peut lire aujourd'hui. Sandrine, on est embrouillé, oui. Ah oui, je suis complètement d'accord, on est embrouillé et il faut avoir les yeux et les oreilles bien ouverts pour surveiller un peu ce qui se passe. Et c'est vrai ce que dit Céline, on a tellement d'incertitudes. L'Ukraine, on ne sait pas où ça va aller, quand bien même on entend qu'il pourrait y avoir des négociations possibles parce qu'ils regagnent du terrain, mais on n'en sait absolument rien. La Chine, il y a quand même aussi pas mal d'interrogations. Il y a le congrès, là, le 18 octobre, beaucoup parient sur le fait que Xi Jinping va être réélu. Mais oui, je pense aussi que c'est une probabilité, mais il y a quand même aussi une incertitude de ce côté-là. On ne peut pas dire que sa politique zéro Covid ait été très convaincante sur, en tout cas, les résultats macroéconomiques. Et puis après, il y a plein d'autres incertitudes au niveau politique. Les élections en Italie, les midterms aux États-Unis. Donc c'est vrai qu'il faut se raccrocher sur ce que l'on sait. Et aujourd'hui, je pense que les investisseurs ont compris, en tout cas hier, la correction, ils ont compris que l'inflation, elle était plus forte et qu'elle allait durer, parce qu'il y a des éléments aujourd'hui qui justifient qu'on ait une inflation plus forte. Voilà. Alors voyons justement la lecture que l'on peut faire de nos banques centrales, parce qu'en fait c'est elles qui sont au cœur du problème en ce moment, ou des questions en ce moment. Inflation américaine hier donc 6,3% en août, et du coup toutes les anticipations qui s'ajustent. Selon Bloomberg, les probabilités d'une hausse de 75 points de base lors de la prochaine réunion de la Fed sont maintenant de 100%. Bon, ça devait déjà pas être loin de 100% avant l'inflation, mais surtout, ce sont celles pour 100 points de base qui ont augmenté. On a dépassé les 35% sur ces anticipations. Quelle est votre analyse, Céline, sur Cédric, cette... Tout d'abord, sur le fond. Sur l'inflation, je pense que les chiffres qui sortent, finalement, sont assez logiques et cohérents, parce que quand on regarde notre environnement sur du long terme, on est un peu passé du grand élargissement, donc les années 80, les années Thatcher, Reagan, etc., le grand libéralisme, au grand rabougrissement. Je crois que c'est notre président qui avait utilisé ce terme pendant le débat. Le grand rabougrissement, aujourd'hui, il est partout. C'est-à-dire qu'on avait la libre circulation des personnes. Aujourd'hui, on parle de mettre un mur entre les États-Unis et le Mexique, de fermer la liberté de passage des personnes vers l'Angleterre. On est vraiment dans un environnement où on ne veut plus que les personnes circulent. Donc forcément, pour le coût des services, ça a un impact. On le voit tous les jours. Après, pour les biens, c'est pareil. Ça avait été l'entrée de la Chine dans l'OMC qui avait marqué les années 2000. Aujourd'hui, on ne veut plus importer des biens, notamment produits à l'étranger, parce que, pour des raisons politiques et écologiques,
on veut avoir un approvisionnement en local. Et pour des raisons de logistique aussi. Et pour des raisons de logistique, c'est très bien pour l'indépendance, effectivement, de nos pays en approvisionnement. C'est très bien, mais on voit bien que ça a un impact inflationniste. La troisième chose, c'est qu'effectivement, avant, on avait eu l'exploration des gaz de schiste pendant les années 2000-2008 aux États-Unis, avec une arrivée massive de gaz. On avait également l'arrivée du gaz russe. Aujourd'hui, sur les matières premières, on a serré les vis en termes d'exploration minière, pétrolière, gazière, notamment pour des critères ESG. Au cours des 15 dernières années, ça a un impact sur la production. Donc on a un grand rabougrissement de la production, moins de liberté, qui a des impacts sur les prix. Et ça a un impact sur les prix. Donc tout ça est extrêmement logique. Alors maintenant, on ne va pas parler du lait versé. Ce qui compte, c'est de voir l'avenir. Donc au niveau de l'avenir, l'impact, comme on l'évoquait tout à l'heure, il est assez net. Ça va être que les banques centrales vont devoir serrer. Que ça soit aux États-Unis ou en Europe, on va devoir serrer. Même si les circonstances, on va le voir après avec la BCE, ne sont pas les mêmes. Mais ce qui compte, à mon sens, Cédric, c'est les niveaux d'augmentation des salaires. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, en Allemagne, on a une augmentation du salaire minimum en 2022 de 22,2%. IG Metall, le 15 juin, ils ont négocié une augmentation de salaire pour les métallurgistes de 6,5%. Ce sont des hausses importantes. On a aux États-Unis un même problème sur les salaires parce qu'aujourd'hui, je pense qu'une personne qui cherche un emploi a 1,8 offres. En moyenne, c'était 0,6. Donc, on est 3 fois au-dessus du niveau normal. Donc, on a une tension sur le marché de l'emploi qui est très forte. Et cette tension, il y a un moment, il faut la faire baisser. Et le seul moyen de la faire baisser, c'est en augmentant les taux d'intérêt. Et le problème qu'on a aujourd'hui, parce qu'on me dit, oui, mais c'est déjà fait. Mais le taux d'intérêt réel, aux États-Unis, ils sont à moins 6,5. Moins 6,5 aux États-Unis. Il y a le taux facial et puis il y a l'inflation qu'il faut défalquer. Donc, si on prend les taux nominaux moins l'inflation, pour parler aux personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent, ça fait moins 6,7%. Il est certain, 100% des chances qu'avec moins 6,7%, on n'arrête pas l'inflation. Donc, il faut qu'on rentre en taux réel positif pour que l'inflation s'arrête. Donc, il va falloir qu'on aille plus haut au niveau des taux d'intérêt. Donc, c'est pour ça que la certitude qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est que les taux d'intérêt seront plus élevés demain qu'ils ne l'étaient hier. Voilà. Je suis complètement d'accord avec parce qu'on parlait des taux tout simples, puis après on s'est mis à parler du taux neutre, et maintenant on nous parle du taux réel. Mais oui. C'est-à-dire qu'à chaque fois on décale l'objectif parce qu'on court après. Effectivement, et on voit bien que malgré, depuis le début du resserrement de la Fed, on voit bien que ça n'a pas d'effet sur l'économie américaine. On commence à entendre parler quand même que les prix de l'immobilier, là pour la première fois, commencent un petit peu à avoir quelques faiblesses. On entend Mastercard qui dit qu'il y a des changements de comportement des consommateurs, Whirlpool et autres qui disent aussi qu'ils prévoient des ralentissements d'achat de la part de leurs consommateurs. Mais on voit bien concrètement qu'aujourd'hui aux États-Unis, ça consomme. Et les Américains, en plus, avec leur dollar fort, ils peuvent aller faire du tourisme, venir ils sont venus à Paris, voilà. Et là, tout ça, c'est l'effet. C'est vrai que vous parliez de moins de circulation, mais on a repris quand même en post-Covid du tourisme et on a eu cette activité touristique, notamment des Américains, avec ce dollar fort. Mais il y a un autre élément aussi qui est important à avoir en tête, c'est quand on parle de gaz et de pétrole, aujourd'hui, c'est des ressources qu'on va de moins en moins utiliser. On va aller de plus en plus vers des ressources renouvelables et que ça demande énormément d'investissement dans les infrastructures. Et évidemment, là, on en vient sur l'augmentation des prix des matières premières, le lithium. Là, actuellement, il y a une crise du lithium et à mon avis, elle va durer. Et le temps qu'il y ait des capacités de production qui arrivent, et puis même comme elles seront en Europe, elles coûteront de toute façon plus cher que ce qu'elles coûtaient quand vous êtes à Taïwan ou en Inde. Donc oui, aujourd'hui, il faut s'attendre à un environnement où les prix vont être plus élevés. Et ça aura sûrement un impact sur l'économie. Mais vous imaginez l'une et l'autre voir la Banque centrale américaine amplifier son mouvement, passer à 100 points de base? Ce serait psychologiquement aussi très fort pour les marchés de voir une hausse. Alors, peut-être pour remettre les choses en perspective, on parle souvent de Volcker. Les taux réels étaient à plus 10% quand il a arrêté. On est à moins 6,7%.
Oui. Voilà. Non, juste pour parce qu'on se dit on sert. Oui, il ne faut pas traîner en plus. C'est-à-dire, si on veut y aller. S'il y a un moment, quand on est confronté, parce que c'est l'histoire du dentifrice, hein, voilà. Donc le dentifrice, il est sorti, ça y est, c'est fait. On en parle depuis un moment, on a peur qu'il sorte. Ça y est, il est sorti. Maintenant, il va falloir le faire re-rentrer. Donc effectivement, ça va demander du travail et ça va être compliqué. Et donc on est clairement rentré dans un environnement qui va être plus compliqué. Et il nous l'a été indiqué à Jackson Hole que maintenant on est dans un nouvel environnement. Et le problème, c'est que c'est la première fois depuis 40 ans que nous sommes confrontés à ce type d'environnement. Donc nous, en tant qu'investisseurs, c'est quelque chose d'extrêmement neuf. Vous voulez dire que tous ceux qui ont moins de 40... Non, mais c'est très très différent. On a eu 40 ans de baisse des taux d'intérêt grâce effectivement à Volcker qui avait fait passer ses taux réels à plus 10. D'accord. Donc il a tué le problème. Aujourd'hui, on est revenu dans ce même problème. Et la priorité, c'est pas l'économie, c'est d'arrêter l'inflation aux États-Unis et en Europe. Donc il faudra passer par des moments difficiles au niveau des taux. Et c'est pour ça que la grande problématique, à mon sens, ça va être sur les valorisations. En fait, il est indéniable que quand les taux montent, les valorisations baissent. Et ce qui est incroyable, c'est que cet été, les valorisations des marchés américains ont monté. Ouais. On est passé de 15,5 fois à 18,5 fois. C'est complètement illogique par rapport aux mathématiques. Donc ça veut dire qu'à un moment, ça va devoir s'ajuster, c'est ça. Donc, voilà. Donc on est aujourd'hui, on reste à 29 fois, je crois, en valorisation pour le marché américain. Sur les bénéfices moyens des dernières années, c'est plus haut qu'en 1929. La seule fois où ça a été plus haut, c'est en 2000. Donc on est encore très élevé, donc on n'a pas de marge de sécurité sur les valorisations de certaines entreprises, notamment aux États-Unis. C'est pas pour l'ensemble du marché forcément, mais je dis, il y a quelque chose qui va se passer sur les valorisations des sociétés qui sont trop chères. Si la Fed persiste, signe, voire amplifie son mouvement, ça va pas faire les affaires de la BCE? Non, parce qu'effectivement, ça ne va pas faire les affaires de l'Europe d'une manière générale. Parce qu'on voit bien que déjà, il y a un décalage entre l'Europe et les États-Unis, qui est essentiellement lié à la situation de l'Europe, parce qu'à ses frontières, elle a un conflit qui veut donner des répercussions importantes au niveau énergétique. Et qu'en plus, avec la politique monétaire menée par la Fed, on a un dollar... qui a déjà pris l'ascenseur. Exactement, et qui, à mon avis, mais peut-être quand même... parce que ça n'arrange pas non plus trop les Américains, que le dollar soit trop fort. On commence à entendre certaines sociétés américaines qui couinent parce que ça entraîne des problèmes de compétitivité. Donc, va falloir quand même trouver un juste milieu, mais c'est vrai que ça n'arrange pas l'Europe, ce qui se passe actuellement. Il y a des grosses craintes autour de la crise énergétique. Là, j'entendais tout à l'heure RTE dire il n'y aura pas de coupure. Il n'y aura pas de blackout. Peut-être que pour la France, effectivement, il n'y aura pas de coupure. Mais on parle quand même de sobriété, donc il va falloir quand même changer ces modes de consommation. Et on voit bien que des sociétés très énergivores, je pense aux sociétés dans la sidérurgie, il y a ArcelorMittal la semaine dernière qui a dit déjà ils ont fermé des unités parce que le coût est trop élevé aujourd'hui. Donc de toute façon les répercussions, on les a en Europe et effectivement ça va être compliqué pour la BCE parce qu'il faut aussi contenir cette inflation, qui est une inflation aussi importée avec ce dollar fort, mais aussi ces prix de matières premières qui vont rester élevés. Mais ils n'auront pas le choix là aussi de lutter. Et d'ailleurs, le discours a été ferme là aussi en disant que la priorité, ça reste la lutte contre l'inflation et pas l'économie. Bon, mais il y a quand même un vrai problème euro entre guillemets, c'est-à-dire de monnaie, de banque centrale, de conjoncture qui n'est pas tout à fait la même. Enfin, les axiomes de base ne sont pas tout à fait similaires. Alors effectivement, on est dans une situation complexe en Europe. Comme toujours, on est au milieu, on est pris en tenaille entre deux problématiques. On a d'un côté la guerre, de l'autre côté les États-Unis, avec cette problématique inflationniste. Mais ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'effectivement, il est évident que la Banque Centrale Européenne ne va pas avoir le choix. Donc on va quand même avoir un environnement qui va être plus difficile. Mais de l'autre côté, on part quand même de loin. Donc, comme je le disais tout à l'heure, quand on part d'un niveau de taux réel négatif, on n'a pas encore beaucoup serré. Donc, il ne faut pas non plus penser que l'économie est autant aux abois que ça. C'est faux. On le voit quand on voit les résultats des entreprises. Et puis, les entreprises ne sont pas toutes les mêmes. On peut avoir, par exemple, des Linde, c'est une société qui va être cotée en Allemagne, qui va avoir des profits en hausse de 15%, parce que pour réduire vos frais d'énergie... Le comparable d'Air Liquide. Quand on veut réduire les frais d'énergie, on utilise plus d'oxygène pour améliorer la combustion
combustion, enfin pour utiliser moins de combustible pour la combustion, et du coup on va faire appel à l'Inde. Donc il y a des sociétés européennes qui tirent leur épingle du jeu, donc il ne faut pas non plus penser que tout est noir. Et de l'autre côté, effectivement, si on arrive à... on parlait tout à l'heure de la situation sur l'euro et le dollar. Le dollar a énormément monté, ce qui impacte défavorablement la compétitivité des sociétés américaines par rapport aux sociétés européennes et ce qui va être favorable aux sociétés européennes. Quand on a une augmentation de plus de 15% du dollar par rapport à l'euro, derrière, on est sûr d'avoir une récession pour les profits des entreprises américaines à horizon 1 à 3 mois. Donc c'est en train d'arriver. Donc voilà. Donc là, on a une hausse de 17%, je crois, du dollar par rapport à l'euro depuis le début de l'année, 22% sur un an. Donc on va avoir une croissance de bénéfices qui va être négative. Et on a, pour l'instant, je crois que sur le Q2, on était sur la croissance des bénéfices des sociétés américaines à plus de 25%. Donc là aussi, on parle beaucoup, mais pour l'instant, il ne s'est rien passé, en fait. On n'a eu pas tellement de resserrement monétaire, et sur les bénéfices d'entreprise, il ne s'est pas passé non plus beaucoup de choses. Donc il va se passer des choses, mais ça sera plutôt en fin d'année et en 2023. Et les attentes des analystes, malheureusement, par rapport à tout cet environnement complexe, sont extrêmement optimistes, parce que je regardais avant de venir, je crois que sur l'Europe, on attend encore des profits en hausse de 15% en 2022 et 8% en 2023. C'est élevé. Donc il faut être réaliste, ça va être plus dur sur les bénéfices, ça va être plus dur sur les valorisations. Donc globalement, sur les marchés, on va avoir de la tension, on va avoir de la volatilité, et il va falloir. Vous n'êtes pas donc très optimiste sur cette fin d'année. Justement, chez OTA, comment est-ce qu'on voit se profiler la fin de l'année boursière? Alors je ne demande pas le niveau du CAC au 31-12, mais ça serait parce qu'on ne fait pas ça. De voir un petit peu justement quand on est investisseur à l'écoute de BFM ce matin, qu'est-ce qu'on se dit de son portefeuille qui a plutôt bien passé l'été, et qu'on voudrait bien voir proprement terminer l'année 2022. Alors, pour rebondir sur tout ce qu'on a dit, effectivement, il y a des sociétés qui ne vont pas être du tout logées à la même enseigne. Un dollar fort, par exemple, ça favorise les sociétés exportatrices. Facile à dire, mais des gens comme LVMH, qui ont des activités mondiales, qui ne sont pas très énergivores et qui ont des marges colossales, une petite augmentation des coûts, ça les touche pas beaucoup. Et en revanche, on verra que c'est des sociétés qui devraient bien s'en sortir. Pernod Ricard aussi, on l'a vu, 3% de hausse de son résultat est lié justement à l'effet dollar, parce qu'ils ont des filiales aux États-Unis, et quand vous produisez aux États-Unis, vous vendez aux États-Unis, alors là c'est un effet purement comptable, mais vous rapatriez après sur vos comptes en euros, ça vous fait un effet change favorable. Alors ça va pas suffire pour les fondamentaux des sociétés. Je pense que, en tout cas, notre stratégie d'investissement, elle est inchangée, quand bien même l'environnement est plus perturbé et que l'environnement est moins perturbé. Notre stratégie, c'est de regarder toujours les entreprises de qualité qui ont des business models solides, qui ont des positionnements forts sur leur marché. Et on pense que justement ces sociétés-là, ce sont celles qui sont en tout cas en mesure de passer mieux les crises que les autres. Là, j'entendais tout à l'heure un intervenant qui parlait du groupe Erige. Ouais. C'est un petit groupe familial dans la construction. Il expliquait que ces gens-là, ils ont réussi à maintenir leur marge, voire même à passer des hausses de prix, parce que c'est des gens qui travaillent très bien leur activité. Je les connais très bien. Ils travaillent très bien leur activité de négoce. Ils sont en situation de pricing power par rapport à leurs clients. Et vous voyez, donc on peut trouver des acteurs comme ça. On a plein d'exemples, nous, au sein de notre portefeuille, où on peut arriver à tirer son épingle du jeu. Alors, je vous dis pas qu'il n'y aura pas par moment des à-coups, parce que ça a même une boîte comme LVMH. On voit que depuis le début de l'année, elle a été... Mais en relatif, ces sociétés-là s'en sortiront mieux, et elles seront, à mon avis, aussi mieux armées à la sortie de crise que par rapport à des sociétés qui ont des problèmes d'endettement, ou de problèmes de positionnement. Voilà, on n'a pas trop changé en fait notre stratégie. Vision un peu partagée, parce que vous nous annonciez quand même, pas la Bérésina, mais pas loin, il y a quand même des secteurs qui peuvent s'en sortir. Tout à fait, non, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, effectivement. Le constat, il était plus sur le marché dans son ensemble, sur les pressions auxquelles il va être confronté. On va avoir une pression sur les profits, une pression sur les valorisations. Historiquement, quand on est dans ce cadre-là, on a une performance qui est autour de 1,5%. Quand on regarde les marchés américains depuis les années 70. Donc on sait qu'on ne va pas avoir beaucoup de performance. Donc il va falloir aller chercher effectivement de l'alpha, comme on dit dans la finance. Donc le bêta, le marché, ne va pas nous aider. Donc il faut aller chercher de l'alpha, de la sélection, être sélectif. Et il faut aller chercher effectivement des sociétés qui vont avoir toutes les caractéristiques pour se
bien se positionner dans un environnement où il y a de la pression sur les coûts et qui vont avoir du pricing power. Donc on parlait tout à l'heure par exemple de Linde, Air Liquide, etc. Mais on va aussi avoir des sociétés qui vont faire la différence parce qu'elles ont un business qui est complètement en dehors de l'économie. On pense par exemple à la pharmacie, des sociétés comme Merck qui se traitent toujours à 11 fois les profits pour 25% de croissance en 2022. Et on peut aussi aller chercher en dehors de ces pays dont on parle tant depuis le début de l'entretien. Donc en dehors des États-Unis et de l'Europe, il y a l'Asie. Il y a aussi la Chine. Tout le monde déteste la Chine aujourd'hui. En général, quand il y a un marché que tout le monde déteste, il faut s'y intéresser. Vous voudriez être un peu contrariant. Et donc, il faut aller regarder. Et la Chine, aujourd'hui, pour moi, il y a un triptyque qui est extrêmement intéressant. Vous avez la liquidité qui augmente. On a un décalage de 9 mois entre le moment où la liquidité commence et le moment où ça a un impact sur l'économie. Ils ont commencé à injecter la liquidité en début 2022. Donc ça devrait se voir maintenant en fin d'année. La deuxième chose, c'est que c'est un marché qui est très peu cher. On parlait de valorisation tout à l'heure sur les États-Unis. On est à 10 fois les profits sur le marché chinois. C'est le plus bas qu'on ait connu depuis le plus long historique qu'on puisse avoir. En absolu, en relatif, donc un marché peu cher, de la liquidité qui arrive avec nous et un momentum sur les profits qui est en train de s'améliorer. Et ça, c'est très rare aujourd'hui dans le monde. Et on a des sociétés qui en profitent. Je pensais à Shandong qui fait des seringues, qui a eu des profits qui ont été en hausse de 15% dans les trimestres. On est à 14 fois les profits. Donc, il faut aller, à mon sens, s'intéresser au marché chinois. Voilà. Juste, on a presque terminé, mais quand même un mot sur la Chine. Oui, bah alors chez OTA, on n'est pas spécialiste des marchés asiatiques, mais vous faites confiance à Céline. Je lui fais confiance, mais c'est vrai que pour lire un peu les spécialistes et la presse, on voit que le ralentissement économique, il y a des mesures de soutien, le risque systémique sur l'immobilier, visiblement, il a l'air d'être passé. Je parle sous couvert de spécialistes, mais ceux qui devaient faire faillite ont fait faillite et ceux qui devaient être sauvés ont été sauvés. On n'a pas d'inflation en Chine, donc c'est vrai que c'est un marché qui, pour les spécialistes, vaut le coup. Nous, on le fera plutôt dans notre gestion privée via des fonds spécialisés, parce que c'est pas notre expertise. Merci à toutes les deux. Ravi de vous avoir retrouvés en plateau. Céline Picmal-Prat donc pour Picmal Houghton Investment et Sandrine Cauvin pour OTA Capital. À très bientôt.